Europe 1. Pascal Praud et vous. Georges Pompidou est mort il y a 50 ans, jour pour jour, et nous sommes avec Michael Miguer, qui est auteur de Pompidou, le dernier président qui a fait gagner la France. Bonjour. Bonjour. Que reste-t-il des années Pompidou ? Eh bien, il reste premièrement un sentiment de nostalgie. C'est vrai que à l'époque, on avait l'impression que les choses allaient mieux avec le temps, que il y avait une sorte de linéarité du progrès entre le progrès technique, entre le sentiment de bonheur des populations, et c'est quelque chose qu'on a un petit peu perdu du fait notamment de la mondialisation, du fait de l'abandon d'un certain nombre de principes de Georges Pompidou. Quand on écoutait votre émission il y a quelques minutes sur des points de deal, de l'insécurité, etc., il y a de plus en plus de nos compatriotes qui sont déçus de la mondialisation, dont l'immigration et l'insécurité sont parmi les sujets, mais aussi des problèmes sociaux. Il y a un pouvoir d'achat qui s'est réduit, la part du revenu disponible brut après le paiement du loyer ou le paiement des courses alimentaires a diminué par rapport à ce que c'était il y a 50 ans. Et il y a ce sentiment au fond qu'on est moins bien dirigé, qu'on est même moins dirigé, le fait aussi d'une dilution des pouvoirs par rapport aux années Pompidou, et tout cela crée un petit sentiment d'angoisse. Et puis le fait aussi qu'on subit un certain nombre de mutations technologiques inédites, compréhensibles pour certaines, incompréhensibles pour d'autres, et que on peut se rattacher finalement à la dernière période où la France a pu aborder positivement les mutations et qui correspond à la France de Georges Pompidou, avec un certain nombre de révolutions technologiques de son époque, où la France était non seulement en tête parmi les puissances leaders de ces nouvelles technologies, mais avait aussi les meilleurs résultats économiques de toute l'Europe. Alors, ce qui est intéressant avec cette année 1974, c'est qu'aussi elle marque la fin des 30 glorieuses. C'est-à-dire que le chômage doit être à 400 000 personnes. Très résiduel. Oui. Bon, il est très résiduel, mais c'est le premier choc pétrolier qui a eu lieu en 73. Et là, on commence à entrer dans une période dite de crise de laquelle on n'est plus jamais sorti. Ça fait 50 ans que, d'une certaine manière, on est en crise. Même si les années Giscard ne sont pas tout à fait des années de crise, mais il n'empêche que le chômage ne va cesser d'augmenter, et une des raisons de l'élection de François Mitterrand en 81, c'est sûrement cette crise du chômage. Donc cette année est particulière, au-delà d'ailleurs de Pompidou. Les années Pompidou, parce qu'il y a deux types d'années Pompidou, il y a le président et puis il y a également le Premier ministre. Et le Premier ministre de Gaulle, il est extrêmement important, au point où on se dit parfois son action est peut-être plus forte en tant que Premier ministre, il va rester très longtemps Premier ministre, et notamment en 68, qu'en tant que président de la République. Est-ce que c'est votre avis ? Je dirais qu'il y avait une sorte de continuité entre ses actions de Premier ministre et ses actions de président de la République, mais il y avait aussi une véritable séparation des pouvoirs dans la pratique quotidienne. Le général de Gaulle était le premier président de la Ve République, il en était le fondateur, il était une autorité morale presque stellaire par rapport aux autres personnels politiques, et Georges Pompidou avait été son très proche collaborateur à la sortie de la guerre, et ensuite avait travaillé dans la banque sur les sujets industriels. Et donc, il était presque naturel dans l'esprit du général de Gaulle que c'était à Georges Pompidou de mener les politiques économiques et industrielles, et donc sociales, du président de la République et de la France. D'autant plus qu'ils avaient en commun l'idée, la conviction très profonde que pour être indépendante, la France devait être forte économiquement, et pour pouvoir être respectée de l'étranger, il fallait être fort intérieurement et avoir un peuple qui puisse bénéficier d'un progrès économique et social, puisqu'à l'époque il y avait des tensions très fortes. C'était, on s'en souvient, la guerre froide, et donc il y avait une frange de la population en France qui hésitait toujours entre le système capitaliste et communiste, et donc il fallait aussi pouvoir montrer que le système capitaliste marchait, et il y avait cette dimension. Et je vais vous lire les mots du président de la République à l'instant. 12h20, amoureux de la chère vieille France dont il embrassa le destin, engagé pour notre Europe dans laquelle la France joue pleinement son rôle, incarnation de la modernité française. 50 ans après sa disparition, l'héritage de Georges Pompidou demeure. Et il est paradoxal d'ailleurs cet héritage, parce que il y a quelqu'un d'assez conservateur sur certains thèmes, quelqu'un également, et ça reste dans l'image de Pompidou, cette modernité affichée par exemple pour l'art contemporain, jusqu'au centre Beaubourg, qui était très discuté à l'époque,
et j'ai envie de dire toujours, mais aussi sur la tour Montparnasse, sur la bétonisation à l'extrême dont il est à l'origine. Il avait même imaginé une autoroute dans Paris. On avait imaginé sous Pompidou, ce qui est un truc qui nous paraît complètement fou, de combler le canal Saint-Martin pour faire une autoroute. Donc il y a des choses très paradoxales, mais on est en même temps dans ces années 70 où on pense que la voiture va régler beaucoup de problèmes. Comment vous le définissez en quelques mots sur le plan politique? C'est un conservateur libéral? C'était un conservateur alors c'était un baudelairien qui avait le goût de l'ancien et surtout le goût de l'insatisfaction que procurait le monde moderne, mécanisé et encore plus avec la nouvelle société de consommation. Il avait d'ailleurs une phrase qui était assez prophétique puisqu'il avait déclaré à la toute fin de son livre Le Nœud Gordien que lorsque l'on aura au fond récusé toutes les traditions, toutes les croyances et toute autorité et que l'on sera livré inéluctablement aux forces les plus barbares et les plus brutales, il sera trop tard pour s'écrier finalement on n'avait pas voulu cela. Et je pense qu'on est un petit peu dans ce moment-là et que sur le plan économique il était très libéral mais il se projetait vers l'avant et il voulait qu'on soit les leaders des puissances industrielles et technologiques. Quand on dit très libéral, les gens ont oublié, mais le prix n'est pas libre en France. Je crois que c'est Giscard qui va le libérer, ce qui nous paraît, c'est-à-dire que le prix n'est pas libre. Vous pouvez pas mettre la baguette à n'importe quel prix. Le Nœud Gordien sortira après sa mort, je crois. C'est ça. C'est un livre posthume qui est un livre extrêmement important de Georges Pompidou, qui est mort le 2 avril, qui habitait quai de Béthune, je crois qu'en ce moment même, il y a une messe à Saint-Louis, en Lille, et qui est une personnalité importante. Alors, je vous ai raconté l'enterrement vécu par Europe 1 et raconté par Europe 1 avec je ne sais pas si ça existe dans les archives, faudrait le retrouver. Il y a un reporter qui est donc quai de Béthune et qui, à l'époque, il n'y avait pas d'oreillette, on pouvait pas lui parler, et qui va se tromper durant tout le temps de la cérémonie funèbre et qui parlera d'un fourgon cellulaire avec le président de la République au lieu d'un fourgon funéraire. Ce qui peut arriver, bien sûr, à tous les journalistes, mais quand ça arrive ce jour-là, c'est le fourgon cellulaire du président de la République vient de quitter le quai de Béthune, etc. Et c'est une anecdote très célèbre dans les couloirs d'Europe 1. Il est 12h28. Si vous voulez témoigner de Georges Pompidou et nous rappeler, pourquoi pas, de ce que ça signifie aussi. C'était mieux avant, en 74. On a ce sentiment. On sera d'ailleurs avec monsieur Joyeux, le psychiatre, qui nous dira si c'est vrai ou pas. Est-ce que c'était mieux avant? En tout cas, la maladie de Wallström dont il souffrait, aujourd'hui, elle guérit. Et à l'époque, on en mourait. À tout de suite. Vous écoutez Pascal Pro pour réagir justement. De 11h à 13h, vous composez ce numéro non surtaxé. Appelez Pascal Pro au 01 80 20 39 21. Europe 1, le journal permanent. Il est 12h32 et nous sommes avec Émilie Dès qui nous rappelle les titres. 3 jours après la découverte des ossements du petit Émile, les recherches ont repris ce matin autour du Haut-Vernay. Pour le moment, aucune information n'a filtré sur leur avancée. Une centaine de gendarmes sont mobilisés pour élucider les circonstances du drame. Les premiers ossements trouvés sont en cours d'analyse. Le procureur d'Aix-en-Provence va tenir une conférence de presse à 18h. Gérald Darmanin se dit déterminé à lutter contre la drogue, ses réseaux et son argent sale. 3 opérations place nette ont été lancées aujourd'hui à Toulouse, Nantes et Strasbourg. D'autres opérations de ce type avaient déjà été lancées à Marseille, Lyon ou Dijon. La Saône-et-Loire et l'Yonne sont maintenus en vigilance rouge avec des crues majeures sur l'Armançon et la Roue. Des débordements exceptionnels sont attendus notamment à Tronchoy dans l'Yonne. Vigilance orange maintenue dans l'Aube, en Côte d'Or, dans la Nièvre et en Gironde à l'ouest. Les enseignants dans la rue aujourd'hui contre les groupes de niveau au collège et pour la défense de l'école publique. Dans le même temps, les finances du privé sont dans le viseur des députés. Ils examinent un rapport qui réclame plus de transparence. Et puis c'est la journée mondiale de sensibilisation à l'autisme. Pour l'occasion, le gouvernement lance aujourd'hui une campagne, des clips télévisés où apparaissent des personnalités directement concernées comme Elie Semoun et Francis Perrin, parents d'enfants autistes, ou l'humoriste Paul Mirabel dont le frère est atteint de ce trouble. Merci Émilie. À 12h33, est-ce que vous savez les succès des chansons en 1974, lorsque le président de la République Pompidou, qui est le premier président sous la 5e, décédé en exercice? Oui.
et le seul, quoi. Quand je dis le premier, c'est le seul. Depuis 1958, c'est pas si fréquent, c'est un traumatisme. Alain Poher, puisque était président du Sénat et les institutions prévoient que c'est le président du Sénat dans ces cas-là qui va assurer l'intérim. D'un mois, généralement, parce que la campagne électorale va partir très vite. Jacques Chaban-Delmas va se déclarer, selon l'expression, le corps était à peine froid de Georges Pompidou, qu'il se présente à l'élection présidentielle. On peut imaginer que c'est le candidat naturel, c'est le candidat gaulliste, mais c'est Giscard qui est un candidat des Républicains indépendants, qui est un tout petit parti. Giscard va prendre la France, ils sont 10. Il y a Michel Poniatowski à côté de lui, il y a très très peu de gens. Et puis il y aura Chirac qui effectivement le rejoint avec ses 40 députés qui trahissent d'une certaine manière ce qu'on appelait à l'époque l'UDR. C'était avant le RPR, l'UDR. Et le candidat naturel de l'UDR, c'était évidemment Jacques Chirac, qui était soutenu par Malraux. Et durant la campagne électorale, il y avait une scène célèbre où on voit Jacques Chaban-Delmas parler avec Malraux, mais c'était le Malraux de Rentre-ici-Jean Moulin, et ce n'était plus adapté en 74. Les gens ne voulaient sans doute pas entendre cela, ils voulaient entendre plus de modernité. Et Giscard, avec un slogan, Giscard à la barre, sera élu président de la République. Oui, bon, c'est pas les bonnes paroles. Bon, et on est avec Cathy. Bonjour Cathy, qui habite dans le sud de la France. Bonjour Pascal, bonjour Pascal. Bonjour, comment ça va? Vous souvenez du 2 avril 74? Alors, c'est-à-dire que petite quand même, moi je suis née en 1967, mais j'ai quand même connu la belle époque, quoi, la liberté de penser, les familles, la gaieté, comme vous dites, on pouvait s'habiller, enfin j'étais jeune, mais quand même comme hier, elles étaient comme ma maman, magnifiques, mini-jupe. Aujourd'hui, bon, bref, mais à l'époque c'était une autre vie, un autre monde, et je préférais 100 000 fois ce monde-là. J'ai la nostalgie de ce monde-là. C'est la France profonde, la France pure qu'on aime, fier d'être français. Pompidou était fier de la France. On est tous fiers d'être français, on est toujours fiers d'être français. Pourquoi vous dites pas ça? Non. Aujourd'hui, c'est bla. Aujourd'hui, bon. On n'assume pas aujourd'hui. Bon, je sens qu'il y a un sous-texte politique dans. Je voudrais pas entrer là-dedans, Il y a toujours Cathy, un sous-texte mais bon. politique, Pascal. Bon, qu'est-ce que vous faites dans la vie, Cathy? Éducateur sportif, je reprends demain matin. Et vous éduquez qui? Les gens, ils en ont besoin aujourd'hui. Ils sont coincés du fion. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Il est 12h30. Bon, je présente mes excuses aux auditeurs. Mais pourquoi? Pascal, oui. Pascal, on va pas nous la faire à l'envers. Hein. Aujourd'hui, ils sont choqués de tout et de rien. Ils sont à côté de la plaque. Il faut vivre. Mais c'est vous qui nous avez appelé. Oui. Cathy, vous nous avez appelé. Pascal, vous êtes choqué, franchement. Mais moi, rien ne me choque, Cathy. Bon alors, justement, c'est dans le fait de ne pas être choqué. Bon, et Pompidou, vous votez là, vous votez le prochain coup quand même? Oui, j'irai voter bien sûr pour la liberté, pour qu'on arrête de nous emmerder. Voilà, je vous demande pas pour qui vous votez, mais bon, j'ai compris l'affaire, si j'ose dire. Et pourquoi vous travaillez pas aujourd'hui? Parce que je vous avais expliqué un petit peu mes petits soucis de santé. Donc j'ai eu un moment, on va dire, un peu avide, mais comme je suis quelqu'un... je vais très bien. J'ai pas de cerveau. Mon dernier PET scan, il va très bien. Bon, alors ça c'est important parce qu'il faut faire des PET scans. Alors justement, Michel Lejoyeux est avec nous et Michael Migares. Et qu'est-ce qu'il va dire? Mais qu'est-ce qu'il va dire, Michel? Qu'est-ce qu'il va dire? J'en sais rien. Il va dire que les gens comme moi, qu'il faut arrêter de dire que c'était mieux avant. Eh ben oui, c'était mieux avant. Oui, c'était mieux avant. Qu'est-ce qui était mieux? Qu'est-ce qui était mieux? Parce que vous étiez plus jeune, voilà pourquoi c'était mieux, parce que les garçons peut-être vous regardaient. Non seulement.
Pascal, non seulement j'étais jeune, certes, mais je suis encore bien jeune. Vous inquiétez pas, tout va bien de ce côté-là. Mais moi, ce que je dis, par rapport à la vie, dans le monde, la liberté. Vous êtes toujours bien jeune, tout va bien de ce côté-là, vous avez dit, c'est ça? Ah oui, je vais très bien. À 56 ans, franchement, et vous êtes, tout va bien. Ce que vous voulez dire, c'est que vous avez du succès, c'est ça? Oui, ça marche toujours. Oui, ça marche. Évidemment que ça marche toujours. Bon, généralement, c'est les hommes qui disent ça marche toujours, mais bon. Oui, mais les femmes aussi, Pascal. Vous savez, derrière un homme, il y a une femme, et derrière une femme, il y a un homme. Faut arrêter aussi. Faut arrêter avec ça aussi. D'accord? Bon. Et vous, vous avez un homme derrière vous? Super, un homme super. Il s'appelle comment? Frédéric. Depuis combien de temps vous êtes ensemble? Alors, ça fait 13 ans que je suis avec lui et je me suis mariée à 50 ans. Parce qu'avant, j'étais pas sûre, mais après 50 ans, et là, vous êtes sérieuse. Vous êtes sérieuse? Ah oui, tout à fait. J'ai pas besoin de rien à côté. Puis vous savez, Pascal, souvent on papillonne à côté, mais c'est pas mieux souvent ailleurs. Non, faut pas. Je suis d'accord. C'est très mauvais. Faut pas. Ça sert à rien. Je suis d'accord. Non. Et du coup, Pompidou Et Pompidou, on est loin. Bon, écoutons Michel Lejoyeux, qui est psychiatre. Mais j'embrasse Pompidou, je pense très fort à lui. Il va être content. Michel Lejoyeux est psychiatre. Il est interrogé pour Europe 1 par Laurent Tessier. C'était mieux avant. Est-ce normal de répéter cette phrase? Faut-il être nostalgique? Il y a deux formes de nostalgie. Il y a ce qu'on appelle une nostalgie dépressive qui, certes, consiste à dire c'était mieux avant, mais qui surtout fait qu'on désinvestit le présent. Celle-là est toxique. Par contre, se souvenir de son passé de manière positive, vous faites vos journées sur Pompidou, se dire au fond que notre jeunesse ou la jeunesse de nos parents était un moment agréable, cela, ça n'a rien de toxique et rien qui doive être ou chassé ou considéré comme pathologique. Regarder des vieilles photos de famille et y trouver du plaisir, c'est agréable, c'est bien. Regarder des vieilles photos de famille en se lamentant du temps qui a passé, là c'est toxique. Donc vous voyez, c'est pas la nostalgie qui est toxique ou pas, c'est le contexte émotionnel dans lequel on la met. Bon, nos souvenirs sont nos meilleurs compagnons, disait Baudelaire, puisque vous parliez tout à l'heure de Baudelaire et que le président Pompidou était baudelairien. Nous sommes donc avec Michael Migueres, auteur de Pompidou, le dernier président qui a fait gagner la France. Qui aujourd'hui se réclame de Pompidou? Je sais que David Lisnard, notamment, met en exergue le quinquennat Pompidou. À part lui, déjà, c'est pas rien puisqu'il risque d'être, en tout cas, il est pressenti pour être un des prochains candidats à l'élection présidentielle. Il y a aussi dans les jeunes, plus jeunes LR, je pense notamment à Aurélien Pradier, le député. Et on va dire que généralement, Pompidou, même si tous ne se réclament pas de son héritage ou ne se reconnaissent pas comme des disciples, il conserve quand même une très bonne opinion pour tous les politiques parce que c'est la dernière fois que les résultats étaient bons et c'était non seulement la dernière. Giscard quand même, le septennat Giscard a quelques qualités. Le bilan sociétal, des avancées qui ont été faites, me semble-t-il. Oui, mais là, on est sous un point de vue, je dirais, un peu économique, plus subjectif. Quand on juge Giscard, et économiquement, la fin du quinquennat Pompidou était meilleure que ce qui s'est déroulé sous Giscard d'Estaing. De plus, non seulement Georges Pompidou avait été Premier ministre pendant une longue durée, mais pendant toute la période où il était président de la République, c'est-à-dire 5 ans, il n'est jamais descendu en dessous de 50% de cote de popularité. Ah oui? Jamais. Entre 69 et 74. Et il était évidemment très malade, ce qui fait que il y a beaucoup d'affection pour les Français, même si à l'époque on le savait, mais on ne le disait pas à tel point que rien n'était préparé lorsque le président Pompidou est mort. Et ça a surpris tout le monde, alors que rétrospectivement, quand on voit la dernière année, on voit qu'il est quand même très malade, qu'il est fatigué, qu'il a grossi, la cortisane, et qu'il s'éteindra le 2 avril 1974. Je vais vous remercier, monsieur Migueres. Pompidou, le dernier président qui a fait gagner la France. J'ai pas cité l'éditeur. Ramsay. Je vous remercie grandement. On va marquer une pause. Et qu'y a-t-il? Ah non, mais c'était génial, la séquence avec Cathy. C'était magnifique. Quelle énergie, il y a beaucoup de commentaires pour Cathy. J'imagine. Bon. Merci beaucoup, merci. On marque une pause. Oui. Est-ce que la présidence Pompidou, qu'est-ce que vous en retenez
C'est-à-dire, Pascal ? En quoi elle vous a marqué non, mais là, vous me mettez en difficulté pour rien. Non, je voulais savoir ce que vous retenez. Non. En tout cas, les musiques, toutes les musiques sorties en 74, toute la même année, ça m'a choqué. Pardon, mais toute la même année. C'est ce que c'est ça ? Aujourd'hui, madame. C'est le générique d'Aujourd'hui, madame. Parce que tous les jours, il y avait une émission qui s'appelait Aujourd'hui, madame, à 14h. Qui était présentée par Alain Jérôme. Non, c'était pas Alain Jérôme. Alain Jérôme, premier présentateur. Ah bon ? Oui. Mais ça veut dire que par année, beaucoup de tubes sortaient quand même. De gros tubes. Ce que j'aime chez vous, c'est... Non, je sais pas, je demande. Ça, c'est le... Les chiffres et les lettres. Les chiffres et les lettres. Qui a été démarré quelques années plus tôt sous le mot le plus long. Voilà, avec Max Favalelli, Bertrand Renard et Patrice Laffont. J'aurais le vie dans ces années-là, moi. On aurait été copains tous les deux. Ah oui. Il suffit d'un peu en 74, l'apparition de Casimir. Auprès de vous, ses fleurs, ses rires et ses chansons. Voici venu le temps des rires et des chants. 74 aussi. Dans l'île aux enfants, c'est tous les jours le printemps. C'est le pays joyeux des enfants heureux. Allez, 12h47, la pause. Et notez que de 15h à 16h, Historiquement Vôtre avec Stéphane Bern justement sera consacré à Georges Pompidou cet après-midi. Émission spéciale aussi, Année Pompidou avec Sophie Davant. Pour tenter de gagner le jackpot, testez vos connaissances sur les années Pompidou cet après-midi avec Sophie Davant et les copains rejoints pour cette émission spéciale par la journaliste politique Catherine Ney. Jouez de 16h à 18h avec Sophie et sa bande de copains en vous inscrivant par SMS dès maintenant. Vous envoyez Sophie au 7 39 21. Sophie au 7 39 21, c'est 3 fois 75 centimes plus coût d'un SMS. À tout de suite sur Europe 1.